C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un chiffre, 3,7 milliards de dollars. C'est le montant que la République démocratique du Congo pourrait perdre en raison des contrats miniers et pétroliers signés avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Il est accusé d'avoir tiré profit de son amitié avec l'ancien président Joseph Kabila. C'est ce qui figure dans le rapport du collectif anticorruption. Le Congo n'est pas à vendre. L'épineux dossier des essais nucléaires de Regan dans le sud algérien. On en parle aujourd'hui avec Karim Yayaoui qui vient de terminer le montage d'un billet retour sur cette question. 12 minutes avec des images exclusives tournées par nos correspondants à Alger, des témoignages ici en France et un plus long documentaire à venir. Les détails dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous irons au Sénégal où notre correspondant est allé à la rencontre des fidèles musulmans qui s'apprêtent à célébrer la Korité ou l'Aïd. Vous verrez que c'est l'effervescence dans les rues de Dakar. Les marchés, les centres commerciaux sont tous pleins. Ce rapport du collectif anticorruption, le Congo n'est pas à vendre. Il dénonce la perte de 3,7 milliards de dollars en raison des contrats miniers et pétroliers signés avec l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Ce proche de Joseph Kabila est soupçonné d'avoir tiré profit de son amitié avec l'ancien président. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonneroux. Selon le rapport du collectif Le Congo n'est pas à vendre, les contrats miniers et pétroliers conclus entre le gouvernement congolais et Dan Gertler ont fait perdre près de 2 milliards de dollars américains à la RDC depuis 2003. Cette estimation prend en compte la vente de concessions minières à l'homme d'affaires israélien à des prix cassés, leur revente par ce dernier à des partenaires internationaux ainsi qu'au gouvernement congolais, ce qui lui a permis de réaliser des bénéfices considérables, et puis la perception par Dan Gertler de royalties. Il faut souligner d'ailleurs que dans le secteur minier, les royalties sont généralement payées à l'État ou bien à des entreprises d'État. Selon le collectif, si rien n'est fait, la RDC pourrait essuyer des pertes supplémentaires de près de 2 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années, soit la moitié du budget annuel du pays. Le Congo n'est pas à vendre demande donc au gouvernement de réexaminer tous ces contrats. Nous avons demandé expressément dans notre rapport au président de la République de pouvoir enquêter, de pouvoir ouvrir une commission qui va enquêter sur les différentes transactions qui impliquent M. Dan Gertler, afin que nous puissions avoir une action en justice purement congolaise. Jusque-là, il y a des poursuites aux États-Unis, il y a des poursuites en Grande-Bretagne, il y a des poursuites en Suisse, sauf au Congo, alors que ce sont les Congolais qui sont les premières victimes. Contacté, le président de la Gécamine, la principale société minière d'État, n'a pas souhaité faire de commentaires, estimant qu'il s'agit, je cite, de vieilles histoires. La ministre des Mines, de son côté, n'était pas joignable, mais son directeur de cabinet nous a assuré que le gouvernement congolais restait déterminé à lutter contre la corruption et la fraude dans le secteur minier. Et puis toujours en République démocratique du Congo, ces nouvelles accusations à l'encontre de travailleurs humanitaires. Plus de 20 Congolaises ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels sous forme de chantage à l'emploi par des humanitaires dans l'est du pays, selon une enquête publiée ce mercredi. C'était il y a 61 ans. La France effectuait sa première explosion nucléaire dans le désert algérien. L'opération Gerboise bleue, elle hissait la France à la 4e place au classement des puissances nucléaires derrière les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. Gerboise bleue et les essais qui suivront auront de graves conséquences sur la population, sur les militaires français qui participaient à l'opération et sur l'environnement dans la zone. 61 ans après, l'Algérie et les victimes peinent encore à obtenir réparation de la part de l'État français. Nos équipes sont allées à la rencontre de ces victimes de part et d'autre. Karim Yayaoui, merci d'être avec nous. Vous Bonsoir. avez participé, vous venez d'ailleurs de terminer le montage de ce documentaire qui sera diffusé dans Billet Retour. Alors, vous venez donc tout juste de le finir, ce documentaire, un reportage difficile à réaliser pour des raisons de tournage, mais aussi parce que ce dossier épineux est compliqué à aborder aussi bien en France qu'en Algérie. C'est un dossier sensible, c'est vrai. Alors, de façon logistique, c'était compliqué parce que la zone de Hamoudia, où a eu lieu le premier essai nucléaire français, Gerboise bleue, il y en aura d'ailleurs 3 ensuite, eh bien, c'est une zone qui est encore très radioactive. Et d'ailleurs, l'équipe de France 24 sur place ne pouvait pas rester plus de 15 minutes. Elle était évidemment avec une combinaison, des masques pour se protéger, parce que le principal danger, c'est d'inhaler la radioactivité qui est donc extrêmement présente encore dans cette zone.
qui est clairement délimitée, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a des endroits où on a totalement accès et ça reste extrêmement dangereux. Alors c'est un dossier épineux parce que tout simplement ça concerne le nucléaire, les essais nucléaires français, donc quelque chose qui relève du secret défense. Et puis il faut rappeler aussi que ces essais ont lieu dans un contexte particulier. C'était en quelque sorte la fin de la guerre d'Algérie. Le pays était sur le chemin de l'indépendance. Il y avait des négociations extrêmement ardues à ce moment-là. Et au moment où on négocie du côté du FLN et du côté de la France, eh bien la France explique que l'Algérie sera indépendante, mais seulement au nord. Le Sahara restera français et les Algériens auront la possibilité tout de même de profiter des richesses du sous-sol. Évidemment, du côté des négociateurs algériens, c'est hors de question. On veut le pays dans son ensemble, dans son intégrité territoriale. Les négociations vont être extrêmement dures et la France va obtenir de conserver une base militaire 5 ans après l'indépendance et pouvoir continuer un certain nombre d'essais, des essais atmosphériques, il y en aura 4, mais aussi des essais souterrains, il y en aura 13 avant que la France ne déplace ses expérimentations du côté de la Polynésie. Donc tout ça fait que c'est un dossier extrêmement sensible, d'un côté parce que la France ne veut pas donner beaucoup d'informations là-dessus, et puis de l'autre côté parce que les négociateurs algériens avaient dû céder à l'époque pour que la France puisse continuer ses essais nucléaires. Alors, Karim, on va écouter le témoignage d'un homme qui a été présent à l'époque. Je vous propose de l'écouter. Il a été interrogé par Sundus Brahimi et Nabil Farah. Voilà, un témoignage très intéressant. Karim, grâce à la loi Morin en 2010, les vétérans français victimes de ces essais nucléaires ont pu obtenir, après une longue bataille, obtenir des réparations, des dédommagements. Expliquez-nous pourquoi c'est si compliqué pour les victimes algériennes d'obtenir ces réparations. Alors c'est très compliqué. Elles sont concernées par la loi Morin. Elles sont concernées par la loi Morin, mais les victimes françaises n'ont pas toutes obtenu gain de cause. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et ça a été un très long combat. Il y a eu cette loi Morin, mais ça a commencé bien avant. Alors aussi bien pour les victimes françaises que pour les victimes algériennes, il y a quelque chose qui joue contre eux en quelque sorte, le temps, parce qu'un certain nombre de pathologies se déclarent 10, 20, 30, 40 ans après, et ils ne font pas forcément le lien avec les essais nucléaires. Alors, du côté des appelés français, parce que c'était essentiellement des appelés du contingent, eh bien, eux avaient des documents, ils avaient un carnet militaire. Ceux qu'on a rencontrés avaient parfois même réussi à faire passer des photos, ce qui était totalement illégal. Donc, un certain nombre de preuves qui montrent qu'ils étaient bel et bien présents sur place. Pour être indemnisé grâce à cette loi Morin qui date de 2010, il faut remplir en quelque sorte 3 critères. Un critère de lieu, être présent dans une certaine zone délimitée. Et encore ça, il faut préciser que ces zones-là ne concernent pas des régions qui pourtant parfois ont été touchées par les radiations. Il faut évidemment la temporalité, c'est-à-dire être présent dans la zone au moment où ces essais ont eu lieu. Et puis, il y a aussi un tableau des maladies radio-induites qui sont celles qu'on considère liées à ces essais nucléaires. Alors pour les vétérans français, ils ont constitué des dossiers, ça a été compliqué. Mais du côté des Algériens, déjà, un certain nombre d'entre eux n'étaient même pas au courant de cette loi Morin. Et pour ceux qui étaient au courant, eh bien, ils n'avaient quasiment jamais de documents et leur dossier était retoqué la plupart du temps par le CIVEN, qui est l'organisme qui indemnise les victimes du nucléaire. Il y a une seule personne algérienne qui a été indemnisée, c'est une femme qui a perdu son mari et encore elle a dû passer par une avocate française pour réussir à être indemnisée et donc c'est extrêmement compliqué pour les Algériens. Alors Karim, pour finir, on voit sur les images qu'on a diffusées tout à l'heure et on le verra dans votre documentaire, il y a des lieux qu'on a pu filmer, mais il y a des lieux qu'on n'a pas pu filmer qui ont été notamment des sites où il y a eu des essais souterrains cette fois comme Ineker et ces sites sont aussi, font partie du cœur du problème. Ils font partie du cœur du problème parce que à Regan, on le voit sur ces images, eh bien, un certain nombre de matériel a été enfoui à la hâte au moment où les Français ont quitté la zone. Ça a été enfoui, évidemment, les populations locales qui ont vu ça se sont parfois précipités pour récupérer du matériel, pour récupérer un moteur. Des avions entiers ont été abandonnés sur place. Et puis, il y a cette zone d'Ineker, puisque
pendant un certain temps, les essais atmosphériques étaient atmosphériques, ils sont devenus souterrains. Et lors d'un tir, en mai 1962, il y a eu un accident lors du tir Beryl. La montagne qui devait contenir l'explosion s'est éventrée, les radiations se sont échappées et toute la zone est extrêmement contaminée. Le problème, c'est que là aussi, du matériel a été abandonné, mais la zone n'est pas sécurisée. Un certain nombre de nomades continuent de passer par là pour récupérer des métaux hautement radioactifs. Il y a une équipe de la CRIRAT qui s'y est rendue en 2009, qui a récupéré un échantillon qui a été analysé avec des taux de plutonium et de césium-137 extrêmement importants. Un échantillon qui a été rendu aux autorités algériennes. Très rapidement, il faudra combien de temps pour que l'environnement retrouve Dans certaines zones, il faudra 24 000 ans pour que la radioactivité commence à décroître. En tout cas, c'est un des dossiers majeurs en ce qui concerne cette fameuse question de la mémoire entre la France et l'Algérie. Alors, merci beaucoup, Karim, d'être venu nous parler de ce documentaire, un document qu'on retrouvera samedi. Samedi. Retour. Qui sera diffusé samedi aux alentours de 15h, je crois. Ah ben, on regardera ça avec attention. Il y aura aussi une version plus longue qui viendra plus tard. Il sera disponible sur le site internet. Je précise que vous serez demain matin en matinale avec Pauline Paccard et vous aurez 10 minutes pour en parler. Il y a tellement de choses à dire et vous en reparlerez demain matin. Donc si le sujet vous intéresse, on évoquera d'autres aspects demain. Voilà, ne ratez pas la matinale de Pauline Paccard. Direction à présent la Guinée. Le pays s'est doté d'une loi pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Le texte voté début avril prévoit notamment de lourdes peines pour les auteurs de crimes rituels. Nos correspondants Sarah Sako et Malik Diakité ont pu rencontrer une femme qui milite pour faire changer les mentalités. Reportage. Bonjour. Ces élèves d'un collège privé de la banlieue de Conakry accueillent ce matin Adjiratouba et son équipe. Ne soyez pas timide, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'albinisme? Au programme de la rencontre, comprendre l'albinisme et dénoncer les abus dont sont victimes les personnes touchées par cette condition génétique qui entraîne un déficit de mélanine, ce pigment que l'on retrouve dans la peau et les cheveux. Alpha, 14 ans, a été témoin de discrimination. J'ai entendu un grand insulter un avion, il dit que c'est les gens là qui sont maudits. Quand je vois ça, des fois, je me sens mal parce que ce n'est pas de leur faute. Pour Adjiratou, militant depuis plus de 10 ans, les enfants restent le meilleur relais pour changer les mentalités. Il faut de notre côté multiplier cette sensibilisation, leur expliquer que c'est un phénomène génétique, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ou bien parce que certaines disent que la mère a été infidèle, c'est pour ça qu'elle a eu, il y a tout ça. Nous retrouvons la militante chez elle. Journaliste à la ville, la quadragénaire vit avec sa mère, Mariama. Adjiratou s'estime chanceuse. Elle a vécu une enfance heureuse, aimée des siens. La stigmatisation n'a toutefois pas épargné la famille. J'ai beaucoup souffert. Les gens me disaient que j'avais mis au monde un petit diable. On m'a dit toutes sortes de choses horribles. Mais c'est Dieu qui me l'a donné et j'ai toujours aimé ma fille. Adjiratou met beaucoup d'espoir dans la nouvelle loi pour la défense des personnes atteintes d'albinisme. Que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre en sécurité, plus s'épanouir, plus accéder aux services sociaux de base, plus travailler. La loi prévoit la perpétuité pour les auteurs de crimes rituels et jusqu'à 20 ans de prison pour l'exploitation des personnes atteintes d'albinisme. Ce jeudi, de nombreux musulmans à travers la planète célébreront la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. C'est le cas du Sénégal. Dakar est en pleine effervescence et se prépare à fêter l'Aïd, appelée aussi au Sénégal la Korité. Notre correspondant Eliman Dao est allé à la rencontre des Dakarois. Au Sénégal, c'est une commission nationale d'observation de la Lune qui détermine le jour de la Korité. Cette commission se réunit ce soir pour observer la Lune sur toute l'étendue du territoire. Si la Lune est aperçue, la Korité ou l'Aïd sera célébrée ce jeudi. Les préparatifs vont pour le moment bon train. Les salons de coiffure, les salons de couture ont été pris d'assaut ces derniers jours. Je me trouve actuellement au marché Dior, un marché très fréquenté en banlieue de Dakar, où j'ai rencontré des Dakarois qui préparent la fête avec enthousiasme. Je vous propose de les écouter. La fête a beaucoup d'importance pour moi, car le fait de voir ta famille ensemble, se réunir, manger du poulet. C'est une fête extraordinaire, un moment de partage en famille, de recueillement et de prière. On rend grâce à Dieu. Je suis marchand et cette année les affaires marchent très bien. C'était tout le contraire l'année dernière à cause du Covid.
En 2020, la Korité a été célébrée timidement du fait de la crise sanitaire. Des restrictions avaient empêché plusieurs familles de se réunir et de célébrer la fête ensemble. Cette année, ce sera tout le contraire. Les cas de contamination de Covid-19 ont considérablement baissé et presque toutes les restrictions liées à la pandémie ont été levées. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Avec les robots de piscine Dolphin, prenez une longueur d'avance sur la météo de demain. Dolphin, une longueur d'avance.